Madame, monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à la radio-télévision communautaire. Bienvenue dans cette grande édition. Voici les titres de l'actualité. 36 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera déboursé pour mener à bien le projet Promoren. Il permettra de mobiliser annuellement 46 millions de mètres cubes d'eau douce. Le président de la République s'est rendu à Koungheul ce matin pour le lancement du projet. Nous écouterons ses propos recueillis par Modou Diouf. La perte annuelle conséquente subie par le Sénégal à cause du vol de bétail. Selon l'Association nationale de lutte contre les vols de bétail, elle s'élèverait à plus de 2 milliards de francs CFA. Les éleveurs attendent des solutions à la veille de la journée nationale de l'élevage. La détresse du collège d'enseignement moyen d'Ourossogui pour cause les manquements infrastructurels et matériels sévères. Le personnel enseignant craint de lourdes répercussions sur les résultats scolaires. Et puis notre dossier du jour sera consacré aux dommages causés par les crues du fleuve Sénégal lors du dernier hivernage. Plusieurs milliers de familles en ont payé les frais dans le département de Podor. Aminata Ndiaye est allée à la rencontre des sinistrés. Voici les titres de l'actualité de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a lancé ce matin à Koungheul, dans la région de Kaffrine, le projet de mobilisation des ressources en eau du Nyaninja Bolong, le Promoren. Ce projet d'un coût de 36 milliards de francs CFA permettra de mobiliser 46 millions de mètres cubes d'eau douce chaque année et de stopper l'intrusion des eaux salées du fleuve Gambie. Il vise également à aménager 12 000 hectares de terres agricoles et à créer au moins 30 000 emplois. Écoutons le chef de l'État au micro de Modou Diouf. Ces objectifs sont de maîtriser les eaux de surface du bassin versant du Nyaninja Bolong et de stopper l'intrusion de l'eau salée en provenance du fleuve Gambie. Une fois concrétisées, ces actions favoriseront le développement des activités agricoles, pastorales et piscicoles, tout en renforçant la résilience des écosystèmes humides de la zone face au changement climatique. Ce projet traduit ainsi la volonté de l'État de prendre en charge les besoins en eau pour l'exercice des activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques durant toute l'année. À terme, d'importants volumes d'eau mobilisés permettront la mise en valeur de 6 000 hectares par campagne, soit 12 000 hectares par an, contribuant à l'atteinte de la souveraineté alimentaire nationale. Au regard de la variété des bénéficiaires directs, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, promoteurs touristiques, agro-industriels, organisations communautaires de base, etc., le Promoren permettra de contribuer significativement au développement des terroirs dans la zone du bassin arachidier. En outre, il s'agit d'un levier stratégique de sécurisation de la productivité de l'agropole centre, mais également d'insertion socio-professionnelle avec des perspectives de création d'au minimum 30 000 emplois, sans compter les opportunités d'emploi indirects. Le Sénégal perd chaque année plus de 2 millions de francs CFA à cause du vol de bétail. C'est une révélation de l'Association nationale de lutte contre les vols de bétail. Cette problématique, ainsi que les conflits entre éleveurs et agriculteurs, figurent parmi les principales préoccupations des acteurs de l'élevage de la région de Kaolack. Ces derniers attendent beaucoup de la journée nationale de l'élevage qu'ils vont abriter demain et espèrent que cette occasion permettra de trouver des solutions aux défis auxquels ils sont confrontés. Un reportage de Ousmane Dem. Il s'agit d'une situation à la fois alarmante et inquiétante que traversent les acteurs de l'élevage de Kaolack. Rares sont ceux qui acceptent d'investir dans l'élevage. Chaque année, l'État perd plus de 2 milliards de francs CFA à cause du vol de bétail. Hormis cette problématique liée au vol de bétail, les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont monnaie courante.
Dans toute la région de Kaolack, nous ne disposons pas d'espace dédié au pâturage. C'est pour cette raison que les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont devenus fréquents. Ces acteurs de l'élevage ont le sentiment d'être laissés en rade, d'où cette invite. Nous attendons de l'État une subvention du secteur de l'élevage comme il le fait dans le secteur de l'agriculture, entre autres. Avec ce nouveau régime, les acteurs de l'élevage de Kaolack espèrent une résolution rapide de toutes leurs difficultés. Après le lancement de la vision Sénégal 2050, un CRD a réuni les collectivités territoriales, les services techniques et les OCB de la région de Diourbel pour partager le nouveau référentiel. La réforme des pôles territoriaux, dont Diourbel-Louga constitue l'un des pôles, n'a pas été laissée de côté. À ce titre, certains projets ont déjà démarré dans la région, notamment à Touba, où la relance du secteur industriel est en cours. Ibrahima Fall, gouverneur de la région, au micro de Babacar Sall. Dans la nouvelle vision, je pense qu'il y a des projets phares. Donc, parmi ces projets phares, les autorités de l'eau en font partie. Et pour la région de Diourbel, parmi ces autorités de l'eau, nous en avons quand même deux. Et le premier qui est beaucoup plus important, donc c'est le transfert de l'eau à partir de lac de Guiers jusqu'à Touba, mais qui est également accompagné d'une nouvelle révision du réseau hydraulique de la ville sainte de Touba. Et ces travaux sont également confiés à la SONES. Mais au-delà de ce projet très important, il y a également au niveau de la commune de Diourbel, le projet qui va relier Sadio Mbaké jusqu'à Diourbel. Sadio Mbaké est déjà effectif. Il s'agit tout simplement maintenant de raccorder Mbaké jusqu'à Diourbel. Et là également, les travaux sont en cours avec l'étude d'impact environnemental. Au-delà de cet aspect hydraulique, toujours dans les cadres des grands projets qui sont entamés par les nouvelles autorités, il y a également la relance du secteur industriel. Et donc, au niveau de la ville sainte de Touba, il y a une zone industrielle qui a été mise en œuvre et qui sera mise en œuvre et qui sera dédiée au montage de véhicules militaires. Et je pense que dans quelques jours, le ministre de l'Intérieur va procéder au lancement officiel. Et également dans la commune de Touramone, il y a un projet de mise en œuvre d'une zone industrielle qui sera axé sur les BTP, à savoir bâtiments et travaux. Le ministère de l'Emploi et du Travail, en partenariat avec la GIZ, a organisé un atelier de formation de 3 jours à l'intention des professionnels des médias. Cette session avait pour objectif de renforcer leurs compétences sur les enjeux des violences basées sur le genre, les VBG et le droit à l'image. Le docteur Yacine Diagne est enseignant-chercheur au CESTI. Elle revient sur l'importance de cette initiative dans une interview menée par Ginette Badji. L'atelier, l'objectif, c'était de former les journalistes de la région de Ziguinchor sur les enjeux des violences basées sur le genre et la désinformation en milieu professionnel notamment et la protection de l'intégrité de l'information, parce qu'on parle de plus en plus d'intégrité de l'information, parce que ce soit les journalistes du privé, du public ou des radios ou médias communautaires, ils font tous un service public, raison pour laquelle c'est la raison de notre présence. L'objectif, c'est de les former à mieux comprendre ces enjeux-là liés aux violences basées sur le genre. Je crois qu'ils ont compris les enjeux. Il y avait des quiproquos, des compréhensions sur le droit à l'image, surtout des victimes et des personnes sensibles, des femmes aussi en milieu professionnel. Tout ce qui est lié aux violences, parce que souvent les gens ont tendance à penser que quand on parle de VBG, ça se limite au féminicide, au viol, mais dans le milieu professionnel, il peut y avoir des violences basées sur le genre, avec des violences psychologiques et autres. Et donc, je crois qu'ils ont bien compris les enjeux et ils vont en prendre compte lors de leur travail, en tout cas de restitution, que ce soit dans les reportages, dans les entretiens, et mieux traiter les victimes surtout.
Le docteur Yacine Diagne au micro de Ginette Badji. Scolarité à présent avec le collège d'enseignement moyen, le CEM2 de Ourossogui, qui fait face à une situation préoccupante marquée par de nombreuses insuffisances infrastructurelles et matérielles. Ces manques affectent directement les conditions d'apprentissage et se répercutent sur les performances scolaires des élèves. Si rien n'est fait, le niveau général des apprenants pourrait connaître une baisse significative. Un reportage de Oumar Sall. Situé à quelques kilomètres du centre-ville, le collège CM2 de Ourossogui a démarré ses cours dès le début de l'année scolaire. Cependant, l'établissement fait face à de nombreuses difficultés qui entravent son bon fonctionnement. Dans cette école, il n'y a pas d'eau ni de prof. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a ni toilettes. Les toilettes sont même presque qui parce qu'on avait fait une grève ici pour casser nos droits. Il n'y a pas de sécurité. Les portes sont même cassées, regarde. Les fenêtres aussi sont cassées et même vendues. On n'est pas dans une école de sécurité. On n'a rien ici. Malgré certains progrès réalisés grâce à l'engagement de bonne volonté, de nombreux défis restent à relever selon le président de l'APE. La Sonatel, que je remercie au passage aussi, qui a réagi promptement en effectuant une visite ici de site. Nous avons constaté ensemble les urgences et il a pris en charge l'urgence la plus urgente, si le terme existe, à savoir la finition des toilettes. Il nous a alloué une enveloppe de 500 000 francs. C'est avec ces 500 000 francs que nous sommes en train de finaliser les toilettes. Mais les problèmes restent entiers. Actuellement, plus de 500 élèves sont inscrits au CM2 de cette ville Carrefour. Beaucoup d'entre eux parcourent plusieurs kilomètres chaque jour pour rejoindre l'établissement, ce qui ajoute une contrainte supplémentaire à leur apprentissage. Le secrétaire général national du CELS, Amidou Diédiou, s'est rendu à Tambacounda pour la rencontre des enseignants afin de s'enquérir de leurs différentes préoccupations. Les doléances portent principalement sur la carrière, les innovations majeures, les éternelles lenteurs administratives, mais aussi les rappels, la surimposition et la problématique des décideurs. Nous l'écoutons au micro de Kéba Kébé. Une tournée traditionnelle qui a pour objectif d'aller à la rencontre et à l'écoute des enseignants, qui reste un devoir pour toute organisation syndicale. Il est donc de tradition pour nous, à chaque année, de faire le tour du pays, d'aller dans les écoles et de se prêter à l'exercice d'écoute des enseignants. Exercice qui nous permet de recueillir les préoccupations majeures que rencontrent les enseignants. Préoccupations liées à leur carrière, préoccupations liées au système éducatif globalement du point de vue contenu des enseignements, mais également du point de vue état des écoles, mais préoccupations liées également aux questions liées aux innovations majeures. Nous avons fait le tour de beaucoup d'écoles, nous avons entendu les enseignants, on a entendu les cris de cœur, mais des cris de cœur qui tournent autour des accords qui sont signés, relativement à la question des lenteurs administratives, relativement à la question des rappels, à la question des surimpositions, mais des questions qui tournent également autour de la problématique des décisionnaires. Pour les décisionnaires, il s'agit de travailler à la signature dans les meilleurs délais des décrets qui sont en instance de signature. Mais pour les décisionnaires, c'est de travailler également au complément de la correction, qui se résume en 3 points. La revalidation de la pension de retraite des décisionnaires, la délivrance des imputations budgétaires aux décisionnaires à la retraite, mais également l'augmentation de l'âge de la retraite à 65 ans de manière optionnelle. Dans un souci de proximité avec ses bénéficiaires, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DER-FJ, a procédé ce jeudi à l'ouverture d'une antenne départementale à Malem Hodar. À cette occasion, la déléguée de la DER-FJ, Madame Aïda Mbodji, a invité les jeunes et les femmes à se rapprocher de l'antenne et à rembourser leurs prêts afin d'augmenter leur portefeuille. Ces propos ont été recueillis par Fatou Sall. Aujourd'hui, à entendre les bénéficiaires, nous savons que l'ADER est utile. Et c'est par rapport à cette utilité que nous voudrions aller au recouvrement, que les bénéficiaires puissent rembourser. Ce remboursement nous permettra d'allouer à d'autres, mais aussi nous permettra d'augmenter leur portefeuille. Lequel portefeuille pourrait effectivement satisfaire des ambitions beaucoup plus grandes. Je pense que notre intérêt aujourd'hui, c'est que
qu'on fasse un bon recouvrement, mais aussi l'intérêt des bénéficiaires, c'est qu'ils puissent augmenter leur avoir et aller vers des ambitions beaucoup plus généreuses. Aujourd'hui, nous ne voulons pas faire seulement des bénéficiaires, mais des entrepreneurs. Et comme vous le savez, avec les antennes, vous avez un levier de développement. Je pense que l'intérêt aujourd'hui, en somme, c'est de prendre, mais de rembourser. En remboursant, nous pourrons effectivement augmenter le portefeuille et vous permettre d'augmenter vos ambitions. Je pense que ce qui nous arrange le plus, c'est faire de vous des entrepreneurs pour les femmes, qui vont mettre en place des entreprises pour les femmes qui vont leur permettre d'accéder à l'autonomisation, mais pour les jeunes, d'avoir une autonomisation, mais aussi une inclusion financière. L'automédication est une pratique courante chez de nombreux Sénégalais, en particulier ceux aux revenus modestes. La cherté des soins hospitaliers pousse souvent ces citoyens à recourir à cette méthode qui peut s'avérer dangereuse, voire fatale pour la santé. Face à cette situation, de nombreux citoyens s'indignent et appellent les malades à privilégier les structures de santé en cas de besoin. Un reportage de Anna Faye. L'automédication est un phénomène social récurrent, pratiqué pour diverses raisons. Toutefois, les préjudices qu'elle cause à la santé des individus sont considérables, souligne cet artiste. Si un bouton apparaît sur ton corps et que tu le minimises en y appliquant des pommades retrouvées au hasard, cela peut compliquer les choses. Mieux vaut aller à l'hôpital. Il pointe du doigt les mauvaises conditions de conservation des médicaments. Un individu peut avoir les restes des médicaments qu'il a gardés pendant longtemps sans même avoir respecté les conditions de conservation. Si tu le prends, ça peut être fatal. À cela s'ajoute la méconnaissance de la posologie, un aspect souvent ignoré. Les médicaments peuvent aussi bien soigner que tuer. Toute dose excessive peut être nuisible. Mais par la suite, tu t'es retrouvé avec 2 ou 3 maladies juste à cause de ce que tu as vu. Madiabel met en avant l'impact des revenus précaires des ménages. Si tu vas à l'hôpital, on te demande de l'argent. On te prescrit une ordonnance toutes les 2 minutes. Tu fais des va-et-vient entre l'hôpital et la pharmacie jusqu'à ce qu'on te dise que ton malade s'est rétabli ou est mort. L'accès difficile aux médicaments et les frais élevés des soins hospitaliers poussent une grande partie des Sénégalais à recourir à l'automédication pourtant dangereuse pour leur santé. Ce reportage de Anna Faye referme la première partie de cette édition. Tout de suite, la deuxième partie avec le dossier du jour. Et je vous le disais dans les titres, l'hivernage 2024 a causé de nombreux sinistres dans plusieurs localités du département de Podor en raison du débordement du fleuve Sénégal. Des milliers de familles ont été chassées de leur village par les crues qui ont également détruit habitations et aménagements. Elles ont été relogées sur des sites de fortune. Aminata Ndiaye est allée à la rencontre de ces sinistrés. Laissés pour compte, ils attendent les mesures annoncées par les autorités. Suivons ce dossier. L'hivernage dernier a été éprouvant pour de nombreuses localités de la vallée du fleuve Sénégal, particulièrement dans le département de Podor. Le débordement du fleuve Sénégal et de son affluent le Doué a causé d'importants dégâts, laissant de nombreux sinistrés. Des champs ont été envahis et même des habitations détruites, poussant des familles à quitter leur village. Dans les sites de relogement, la situation reste difficile. De Deguembéré dans la commune de Fanaï à Korkadié dans la commune de Guédé-Village, le calvaire vécu lors de ces événements est encore présent dans les esprits. Une site très grande comme ça qui concerne au maximum 150 foyers, vraiment le secteur n'ose même pas
de nous suffire. Si vous voyez l'ensemble des femmes qui sont là, elles arrêtent maintenant de faire leur lessive, tout ça se laver. En haut, tu peux obtenir des énormément de problèmes. Ici, la tente devient étouffante en journée et dès la tombée de la nuit, il fait très frais. Nous sommes là depuis octobre. La situation elle est pénible, elle est difficile. Nous attendons Allah. En même temps, les autorités, pour qu'ils puissent venir nous aider. Franchement, c'est difficile. Sur les sites de relogement, les conditions ont été très rudes, marquées par le manque de tentes, de matelas, de moustiquaires, alors que la saison des pluies n'était pas encore terminée. Depuis les 4 mois, toutes les enfants sont là. De deux, tu vois, ils se traînent de gauche à droite, à condition on n'a pas un lieu, même si c'est un abri provisoire, où on peut l'essentiel les mettre en essayant de les éduquer dans de très bonnes conditions. Mais avec cette situation, tu ne peux pas l'essentiel se protéger toi-même ni de tes enfants. Vous voyez la poussière. Nous n'avons pas de toilettes. Il n'y a rien dans ce site. Nous vivons une situation insupportable. En plus de la destruction des habitations et des aménagements agricoles, de nombreuses cultures, vivres et même du bétail ont été perdus. Ils sont entre détresse et résilience. La plupart de nos animaux, durant les décrues, à qui avait l'essentiel 30 à 40, a perdu l'essentiel 25 à 35. Ça te reste 5. Les 5, tu essaies de les diviser, de laisser ça dans le village. Les 2, tu les amènes. Pour les nourrir ici, ça fait des énormément de problèmes. Il n'y a pas d'herbe, ni de champs. La situation devient compliquée. Nous devons parcourir des kilomètres pour les rejoindre et en raison de la distance, nous sommes contraints d'y passer toute la journée malgré tous les risques. La solidarité villageoise et la capacité de résilience des communautés ont joué un rôle crucial. Cependant, la peur des prochaines crues demeure palpable. De nombreux sinistrés souhaiteraient rester sur les sites de relogement pour plus de sécurité avec l'accompagnement des autorités étatiques. C'est une peur atroce qui nous habite à l'idée de retourner chez nous. Il est certain qu'avec les premières pluies, nous revivons les mêmes difficultés. Franchement, nous souhaitons rester ici et espérons que les autorités retrouveront des solutions pour nous, aider à mener des activités génératrices de revenus. C'est notre vœu le plus cher. L'État n'a pas été absent. L'administration territoriale, les mairies, les services techniques ainsi que les agences et partenaires au développement ont apporté leur soutien aux sinistrés. Toutefois, face aux appels à l'aide, le préfet de Podor, Mactar Diop, se montre réceptif mais souligne la nécessité de suivre un processus bien défini. Étant donné que tout doit se faire dans les règles, nous leur avons demandé d'abord de se retirer de ces espaces-là, puisque rien ne nous dit si ces espaces ont fait l'objet d'une délibération ou pas. Donc, et laisser au maire la possibilité de bien identifier un espace qui n'est pas occupé, ou bien consensuellement qui peut être libéré, et à partir de ce moment-là, des délibérations pourront être faites. Mais occupé spontanément, vous savez, quand il y a une situation de catastrophe, c'est lié dans le temps. Donc, dès l'instant que la situation disparaît, on doit retourner à la situation antérieure. Dès les premiers jours de la montée des eaux, l'État au plus haut niveau avait mobilisé tous ses services et annoncé un plan d'assistance de 8 milliards de francs CFA. Pourtant, selon les sinistrés, leur situation n'a guère évolué. C'est pourquoi ils appellent le gouvernement à mettre en place un programme de construction de digues de protection pour sécuriser les villages riverains du fleuve Sénégal et de ses affluents. C'est sur ce dossier signé Aminata Ndiaye que nous refermons cette grande édition. L'actualité continue sur les canaux de la radio-télévision communautaire. Bonne soirée et bon week-end. Au revoir.